Pause. Une parenthèse bien-être avec les éditions Le Duc, présentée par Nathalie Lefebvre. Bonjour mes très chers auditeurs, absolument ravis de vous retrouver en direct, il est pile 15h pour notre émission en partenariat avec les incroyables éditions Le Duc. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir deux auteurs qui vont nous présenter leur livre. On va parler de la thématique de l'immunité. Évidemment, on est en plein dedans, donc ça tombe vraiment à pic. Je vais commencer par une femme qui est à ma droite. Elle est l'auteur, la co-auteure d'un ouvrage, Ma Bible de l'herboristerie, en coécriture avec Michel Pierre, donc un herboriste assez connu et dont l'herboristerie résiste encore aujourd'hui à Paris. Bonjour Caroline Gaillet. Bonjour Nathalie. À tes côtés, il y a un homme qui est l'auteur d'un livre, le grand livre de l'alimentation anti-reflux. Bonjour Charles-Antoine Winter. Bonjour. Alors j'ai envie de te faire la blague, ça me venait en préparant l'émission. Ton nom de famille du coup se prête vraiment au sujet aujourd'hui de l'immunité avant l'hiver. J'imagine que je suis pas la première à te faire cette blague-là. Alors tous les deux dans vos parcours respectifs, et j'ai peut-être envie qu'on démarre par là avant de rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui vous a mené justement à ces métiers autour de la transmission sur comment prendre en charge sa santé? Caroline. Alors moi, c'est une histoire personnelle. À la base, moi, je voulais être médecin depuis toute petite. Après mon bac, je me suis dirigée en études de médecine. J'ai fait 2 années que j'ai pas eu au final, mais en fait, pendant ce cursus-là, moi, plus jeune, j'avais une endométriose. J'ai suivi le parcours classique, j'ai eu la chance d'être diagnostiquée tôt. Et en fait, à 22 ans, donc juste quand j'ai raté mes études de médecine, j'ai un diagnostic du gène BRCA1, qui est le gène qui prédispose au risque de cancer du sein. Et du coup, là, on me dit, il y a plus de traitement que vous pouvez prendre pour votre endométriose parce que j'ai plus le droit aux pilules et aux hormones à cause de ce risque de cancer. Et du coup, là, l'allopathie ne peut plus rien pour moi. Donc, du coup, je me tourne un peu naturellement vers les plantes, donc onagre et millefeuille en l'occurrence, pour gérer mes douleurs de règles à ce moment-là. Et donc, c'est en tant que patiente que je viens vers les médecines dites complémentaires. Entre-temps, moi, dans mes études, donc je poursuis en licence de psycho et je décide de pas faire le master et je me dis, qu'est-ce que je peux faire, sachant que je veux retourner dans le soin vraiment avec des patients. Et là, du coup, avec ce risque génétique, en fait, j'ai 8 risques sur 10 d'avoir un cancer du sein avant l'âge de mes 30 ans, selon Curie. Enfin, c'est ce que les médecins me disent. Et moi, je décide d'exploiter les 2 chances sur 10 que j'ai de ne pas l'avoir en m'intéressant à l'épigénétique. L'épigénétique, c'est le rôle qu'a l'environnement dans l'activation ou non de certains gènes qu'on a. Et donc, l'épigénétique, c'est à la fois c'est tout notre environnement. Donc, c'est notre alimentation. Donc, c'est là où je décide de faire mon BTS en diététique pour apprendre à comment bien manger. Et puis, c'est aussi toute la gestion émotionnelle, être plutôt positive et optimiste. C'est tout ce qui est produits chimiques, donc produits de beauté, produits ménagers, donc faire le gros tri à la salle de bain et à la cuisine. Et voilà, plus l'activité sportive, pas boire, pas fumer, enfin tout ce truc-là d'hygiène de vie générale. Et donc je m'insère dans ces études-là de BTS diététique et en 2e année, il y a un stage à faire que je décide de faire à l'herboristerie du Palais Royal parce que j'observe qu'effectivement il y a des gens qui prennent des tisanes pour faire baisser leur taux de cholestérol, améliorer leur hypertension artérielle. Je me dis après tout pourquoi pas, et ça viendra justement bien synergiser l'approche alimentaire. Et en fait, ce stage vraiment révélation. Et du coup, Monsieur Pierre, à l'issue de ce stage, me dit écoute, si tu veux, je te prends un job étudiant tous les samedis de l'année scolaire. Donc, je poursuis ce stage initialement d'1 mois, qui durera finalement 10 mois. Et à la fin, donc je crée mon poste là-bas. Voilà. Et après, au fur et à mesure, l'herboristerie du Palais Royal étant très médiatique parce que Monsieur Pierre écrit des livres, qu'il a eu aussi des procès, etc. liés à tout l'exercice de l'herboristerie en France qui est quand même compliqué. Je côtoie beaucoup de journalistes et c'est comme ça que je fais des interviews et qu'on me propose, les éditions Le Duc, d'écrire un premier ouvrage qui marche bien, puis un deuxième et ainsi de suite. Et là, on en est au numéro 7. Et voilà. Et en fait, cette mission de vulgarisation et de transmission, c'est hyper important pour démocratiser tout ce savoir et donner une information vraiment claire et concise à tout un chacun de façon simple. Voilà. J'adore cette réponse. Merci Caroline. C'est important de recontextualiser aussi d'où l'on vient. En fait, c'est pas le hasard qu'on soit là, d'ailleurs, rassemblés tous les trois. C'est qu'à un moment donné, il y a eu dans nos parcours de vie et intimes des moments où on s'est posé les questions pour nous-mêmes. Et c'est ce qui fait que souvent, au-delà de ce qu'on raconte, de ce qu'on transmet verbalement, il y a tout ce qu'on vibre. Voilà. Et quand on t'écoute parler, il y a vraiment quelque chose que tu vibres. J'aime l'idée, et on en reparlera, de pas subir la fatalité, mais d'aller chercher des solutions. Être acteur de sa santé, en fait. Et moi, en tant que patiente, j'ai vraiment été passive dans ma santé et ça m'énervait toujours, en fait. Et je me disais, mais je me prends pas en main, en fait. Et quand
voilà, j'ai pu changer mon alimentation, j'ai pu me mettre au yoga, au pilates pour aussi, moi, renforcer mon corps, etc. Ça m'a vraiment aidée. Je me suis dit, mais il faut vraiment qu'on soit dans cette posture beaucoup plus acteur de sa santé. Et aujourd'hui, le milieu médical ne va pas forcément dans ce sens-là et c'est dommage dans les deux cas en fait, parce qu'un patient qui se responsabilise aussi pour le médecin, c'est plus facile à prendre en charge qu'un patient qui est complètement passif et qui attend juste l'ordonnance. Voilà. Charles-Antoine, je crois qu'au départ, il y a une passion pour toi, pour la cuisine. Est-ce que ça démarre par là ? Non. Non, pas du tout. Alors, mon parcours, tout démarre en fait, là ce que j'entends, c'est la notion de bienveillance. Et je pense que tout thérapeute et normalement tout médecin, toute personne qui accompagne, on va dire, une autre personne vers l'état de santé a une obligation de bienveillance finalement. Et la bienveillance, c'est simplement un autre terme du mot amour. Et qu'est-ce qui s'est passé pour moi ? En fait, c'est très simple. J'ai été allergique, mais à peu près à tout. Quand je suis arrivé au monde, après en grandissant, la catastrophe, je finis même par faire des œdèmes de Quick à la pomme, à la carotte, à la cerise, enfin c'est pas marrant. La moindre transpiration, faire sortir les plaques d'eczéma, mes copains me disent de me cacher du soleil parce que je suis trop moche, on dirait un bulldog, enfin bref, souffrance. Mais quelque chose de fabuleux, c'est que je pars du principe que c'est très incohérent, c'est pas normal. J'aime la nature, j'aime les autres, et a priori, je suis allergique à ça. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Et alors là, chose incroyable, à partir de l'âge de 9 ans, je commence à étudier, à lire des magazines, à m'intéresser, à appliquer mon hygiène de vie à ce que je lis pour la tester, pour la vivre. Et en fait, de fil en aiguille, et là, le parcours est... Bon, je vais pas étaler ma vie ici, mais je me rends compte à quel point c'est efficace. À quel point le soin naturel, l'hygiène de vie, l'hygiène alimentaire, les plantes, la pharmacopée, alors chinoise, la phytothérapie, etc., sont efficaces, sans effets secondaires, et elles nous rendent libres. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe au fur et à mesure ? Moi, je voulais pas du tout être médecin à la base, je voulais être nageur de combat, donc ça n'a rien à voir. Nageur de combat ? Nageur de combat. Okay. James Bond. Non, mais carrément. Mais par contre, il y avait à la base, et je vous l'ai dit, il y avait cette notion d'amour. Vous me direz, c'est pas en prenant les arbres qu'on aide. Non, mais il a fallu que je l'apprenne après. Et en fait, à un moment donné, donc je suis allé jusqu'au bout, j'ai fait l'école des sous-officiers d'active, où là, en fait, mon organisme me lâche complet. Pas d'hygiène de vie. On dort pas, on mange mal, on peut pas s'étirer, etc. Et moi, j'avais grandi avec ça et j'avais cette obligation. Et en fait, et c'est mon père militaire qui me l'a dit d'ailleurs, l'armée veut des personnes robustes et moi, je suis performant. Ce qui veut dire que efficace en sport, mais il me faut toute une hygiène de vie à côté. Donc bref, ça ne va pas. Donc je rebondis et c'est là où je me pose la question de me dire, mais attends mon loulou, qu'est-ce que t'aimes depuis le début ? Et en fait, ce que j'aime depuis le début, c'est aller mieux. Donc aller vers un état de santé, et comme ça a fonctionné, de le transmettre. Et là, je fais BTS diététique, après je suis chef cuisinier, où là je m'éclate, je mets la gastronomie au service de la santé, et je vois que ça fonctionne, en bio en plus. J'ai même l'opportunité pendant 1 an de nourrir le ministre de la Santé d'aujourd'hui, Agnès Buzyn. Voilà. Ensuite, je prends un poste d'enseignant BTS diététique pendant 3 ans et demi, où là je monte une équipe pédagogique, je fais des techniques culinaires, physiopatho, bon bref, plein de choses. Et puis là, en parlant d'acteurs de santé, eh bien je me rends compte en cabinet, parce que j'ai 2 cabinets, que les gens n'ont même pas la base, ils sont perdus, et qu'en plus, il y a un flot médiatique de contradictions extraordinaires autour de l'alimentation, de la santé, etc. Et donc, je décide de créer les premières formations à destination du grand public que j'appelle « Devenir un ambassadeur de santé durable », où en fait, je fais, entre guillemets, une formation diète vulgarisée pour la mère de famille, pour l'étudiant, etc. Et puis après, l'Institut de l'alimentation bio se crée, je suis responsable des formations, et depuis, je suis en freelance et j'accompagne la Fondation Good Planet, j'accompagne le groupe SOS, j'accompagne Stories pour des animations en surface de vente. J'ai un cabinet ici, dans le 1er à Paris. Et puis, c'est une passion. Tous les jours, je me lève pour ne pas aller travailler, mais juste m'épanouir. Mais ça se sent. Voilà. On vous entend au micro tous les deux. Il y a comme une lumière qui s'allume. Bon, elle était déjà là quand on s'est rencontrés tout à l'heure, mais elle est d'autant plus présente quand on vous entend parler de ces sujets. Aujourd'hui, je l'ai présenté en intro. On parle de la question de l'immunité. Peut-être pour les auditeurs qui découvriraient, je ne pense pas, mais qui ne savent pas exactement ce qu'est l'immunité. Comment on pourrait le définir en quelques mots ? Vas-y, lance-toi. Alors, déjà, c'est un système. Système immunitaire, ça veut dire que ce n'est pas spécifique. On nous parle toujours des globules blancs, des lymphocytes, des petits bonhommes qu'on voit dans le dessin animé C'est la vie, voyez, qui mènent le combat contre les éléments pathogènes.
ou les éléments naturellement présents, mais qui, suite à un déséquilibre, voudraient prendre une place un petit peu excessive. Et en fait, système immunitaire, il y a bien plus, et on commence à s'en rendre compte. On a ce qui appartient à notre corps, ce qui est interne, d'accord, nos défenses, système immunitaire, donc lymphocytes, macrophages, globules blanches, etc. Mais on a également des éléments externes. On a nos petites bactéries bien gentilles qui sont présentes, les bactéries commensales, par exemple, de l'intestin, qui elles aussi vont s'assurer que tout aille bien et que les bactéries pathogènes que nous abritons, mais elles doivent être contenues. Donc là, on voit à quel point ce qui est encore dans la lumière intestinale et qui finalement fait partie de l'extérieur, c'est pas du tout sexy ce que je vais dire. Mais si on prend un corps humain, qu'on l'étire de 8 mètres, qu'on ouvre la bouche, qu'on ouvre les sphincters et qu'on arrive sur l'aspect anal, si vous regardez bien, c'est toujours l'extérieur qui nous traverse. Et donc, on a dans ce tube digestif 100 000 milliards de bactéries, c'est monumental, qui sont en équilibre parfait. Et effectivement, il y a des bactéries pathogènes, mais qui sont contenues par des bactéries de qualité. Et puis après, il y a autre chose, et on commence à s'en rendre compte, il y a tout le système, et la médecine chinoise le dit depuis plus de 3000, 5000, je ne sais plus qui croire, mais en tout cas, elle a plusieurs millénaires. Et en fait, il y a la notion de pervers externe, donc il faut qu'on sache se défendre du climat, non pas qu'il soit négatif, mais soit vous êtes faible et il va vous faire souffrir, soit il est mal placé ou en excès, et on commence à vivre certaines choses comme ça avec le réchauffement, et là, il va falloir apprendre à vous défendre. Et puis après, vous avez le pervers interne, où là, ce sont les 7 émotions qui sont positives, qui peuvent même participer à nous défendre, mais qui, lorsqu'elles sont excessives ou déséquilibrées, affaiblissent notre système immunitaire. Donc vous voyez, c'est physique et non physique. Mais ce qui est passionnant, Caroline, je te laisserai peut-être répondre à ça, mais ce qui est passionnant, c'est que pour 2 personnes qui seraient sorties au même moment, avec le même niveau de vêtements, dans un même environnement, peut-être une va tomber malade d'une grippe et puis l'autre ne va rien développer. Donc c'est toujours de se poser la question, justement, tu le disais si bien, de la fatalité. Je crois qu'on peut se programmer clairement à faire tous les hivers des rhumes, pourquoi pas une bonne grippe, puisqu'en plus de ça, eh bien, l'OMS nous conseille, ou même pas l'OMS, mais en tout cas le ministère de la Santé, de peut-être se vacciner. Donc on se dit c'est qu'il y a un risque à un moment donné, peut-être de développer une grippe, et donc on le vit un petit peu comme une fatalité, ou même on l'attend. Donc est-ce qu'on préparerait pas le terrain ? Et je crois que la médecine chinoise amène vraiment une vision qui est passionnante, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il y a des émotions un petit peu difficiles à gérer, qui reviennent en boucle, il y a une incapacité pour le corps à pouvoir se défendre comme tu le disais. Ça. Il peut pas, en fait, il faut comprendre une chose, c'est que le corps, aussi fabuleux soit-il, ne peut pas être sur tous les fronts. C'est pas possible. Et typiquement, en médecine chinoise, par rapport au pervers externe que serait le climat, et je te laisse la parole, Caroline, il y a ce qu'on appelle le Wei Qi, le Qi défensif, qui est à l'extérieur. On voit certains moines Shaolin d'ailleurs faire des expérimentations assez hallucinantes sur ce Wei Qi. Et il faut savoir que, par exemple, donc, il va être géré par le poumon et par le foie. Et d'ailleurs, le foie est le ministre des armées en médecine chinoise, du royaume. Il défend le royaume. Et comprenez que si ce foie cogite, est envahi par différentes émotions, pour peu qu'en plus ce soit la sienne, que ce soit la colère régulière, en fait votre foie tout simplement va mener des combats permanents, parfois pas justifiés, et puis il va s'affaiblir, et l'organisme va s'affaiblir. Vous voyez, c'est typiquement ce qu'on voit sur une défense. Le corps en général va mettre un peu d'inflammation dans un endroit où il y a une infection. Cette inflammation est bien, mais si elle est excessive et qu'elle n'est plus contrôlée, maîtrisée par l'organisme lui-même, elle devient le cercle vicieux qui nourrit l'inflammation. Pareil avec le foie. Caroline, tu parlais de la responsabilité justement de notre santé, de pouvoir peut-être être à l'écoute, mieux se connaître, ça passe aussi par ça, s'investiguer, on a tous des santé très différentes. Justement, dans ce cadre de sujet sur le système immunitaire, est-ce qu'il y aurait déjà peut-être l'importance de savoir comment on fonctionne, quels sont les organes peut-être un petit peu plus défaillants dans notre système, voilà, savoir juste s'observer déjà à la base. Oui, alors pour rebondir sur ce que Charles-Antoine disait, nous, l'intestin, on estime que 80% de notre système immunitaire, c'est justement notre microbiote intestinal. Donc on comprend toute l'importance, donc Charles-Antoine l'a expliqué, mais là en disant ce chiffre de 80%, c'est énorme. Donc tous les gens qui prennent régulièrement, parce qu'ils sont malades justement, des antibiotiques, un antibiotique en fait le problème c'est que c'est un chamboule-tout pour la sphère intestinale, ça va virer les bactéries pathogènes, mais ça va virer également toute une partie de la flore qui au contraire nous est
bénéfique. Et du coup, on estime que 7 à 10 jours d'antibiotiques, après, on met à peu près 3 mois à retrouver la flore intestinale qu'on avait juste avant cette prise d'antibiotiques. D'où l'intérêt, normalement, quand on fait des cures d'antibio, de tout de suite dans la foulée faire des cures de probiotiques pour venir réensemencer sa flore. Et après, en phytothérapie, il y a une notion très importante qu'on a qui est celle de la prévention. Le souci aujourd'hui avec l'allopathie, c'est que vous n'avez l'habitude de vous soigner que lorsque vous êtes malade. En médecine traditionnelle chinoise, comme en phytothérapie, il y a un gros accent qui est mis sur la prévention. On dit d'ailleurs qu'on paye son médecin tant qu'on n'est pas malade, et une fois qu'on est malade, on ne le paye pas. En phyto, c'est pareil. Si vous savez que justement tous les ans, vous avez tendance à vous attraper la grippe, 3 rhumes et 2 bronchites, clairement, c'est que toute cette sphère ORL n'est pas bienveillante. Mais faites de la prévention, en fait. N'attendez pas d'être en plein mois de novembre-décembre, mais déjà, dès le mois de septembre, octobre, faites des cures... d'échinacée, qui est une super plante pour booster toutes nos défenses immunitaires parce que ça va vraiment augmenter tous nos globules blancs. Faites des cures de propolis, la vitamine D évidemment, enfin vitamine D et vitamine C sont les 2 vitamines en termes de micronutrition qui sont hyper importantes parce que la vitamine D va prévenir tout ce qui est déprime saisonnière liée au déclin de l'ensoleillement. Or, on sait que plus on est déprimé, dépressif et en petit moral, plus on est à même de s'attraper les germes, alors que si on est positif, enthousiaste et qu'on a plutôt bon moral, on sera plus vaillant vis-à-vis des mêmes germes qui passeront devant nous. Donc voilà, l'idée c'est de faire de la prévention, de faire attention à, on parlait de microbiote, mais le microbiote il dépend aussi de ce qu'on mange. Donc il y a des alimentations qui vont être plus ou moins acidifiantes, inflammatoires, facteurs de porosité intestinale qui vont forcément mettre en défaillance notre système immunitaire. Et du coup, veiller à son alimentation, c'est juste fondamental. C'est quand même ce qu'on fait 3 à 4 fois par jour. Donc il est clair qu'une alimentation qui n'est pas saine et qui ne nous correspond pas, forcément va nous mettre en faiblesse pendant tout l'hiver. Alors j'aimerais qu'on... Oui, je t'en prie, Charles-Antoine. Excuse-moi. C'est pour revenir sur les antibiotiques. On a un souci aujourd'hui en plus, c'est qu'on a une antibiorésistance qui est annoncée, ce qui veut dire que nos antibiotiques sont de moins en moins efficaces. Et il faut quand même rappeler ce qu'est l'antibiotique. L'antibiotique, c'est ni plus ni moins un bactéricide. D'accord ? Donc c'est un biocide. Un biocide, ça veut dire tue la vie. Et donc, typiquement, il ne va pas faire de sélection. Il ne peut pas la faire. Il arrive sur une flore intestinale. Et oui, effectivement, il faut liquider les bactéries pathogènes, voire les virus fixés sur certaines bactéries, bien qu'en plus, un antibiotique n'est pas efficace sur les virus. Donc, je corrige tout de suite. Les huiles essentielles, oui, mais tu en parleras. Et donc, du coup, il faut comprendre ça. Et il est vrai que, idéalement, la prévention, si les Français et l'être humain en général consommaient suffisamment de fruits et légumes, par exemple, source de prébiotiques, ils pourraient être beaucoup plus résistants. Et deuxièmement, si antibiothérapie est obligatoire, parce que ça peut encore arriver, d'accord, si elle est obligatoire et impérative pour l'individu, pareil, là, il faudrait qu'il y ait un réflexe d'encourager la consommation de végétaux, pourquoi pas fermentés, lactofermentés, hormis sur certaines diarrhées hautes, mais bon. Et là, c'est important parce qu'on se rend compte que ça va calmer un petit peu l'effet napalm de l'antibiotique. Et deuxièmement, l'intestin repartira beaucoup mieux, va se re-ensemencer naturellement avec sa flore à lui, plus efficacement. On se rend compte sur les probiotiques qui sont bien, on peut avoir 11 souches différentes, mais que plus on les introduit tôt pendant l'antibiothérapie, plus on retarde le retour à la normale de la flore intestinale originelle de l'individu. Vous voyez, donc prévention. Je voudrais qu'on revienne au commencement, justement, quand on vient au monde. Moi, ça m'a passionné de réaliser qu'en fait, quand on essaie par voie basse, c'était une manière de développer déjà une première immunité. Justement, j'ai envie de vous poser cette question à vous deux. Donc, on ne naît pas tous égaux, finalement, avec la même immunité, puisque déjà, il y a des enfants qui naissent par césarienne, donc c'est absolument pas un jugement, c'est juste un état de fait. On ne naît pas tous avec déjà la mère qui nous transmet un début d'immunité. Et l'allaitement aussi. Les enfants qui sont nés par césarienne et non allaités partent clairement plus faibles, entre guillemets, d'un point de vue immunitaire qu'un bébé qui serait né par voie basse et qui serait allaité et qui aurait du coup bénéficié de tous les anticorps aussi de sa maman. Et ça, c'est une vraie chance que les mamans donnent à leurs enfants quand elles optent pour ces deux choses-là. Après, clairement, on ne choisit pas. Moi, mon aîné est né par césarienne, c'était une césarienne d'urgence parce qu'il n'y avait pas le choix. Vous ne le choisissez pas. Mais, est-ce qu'on peut faire des choses, finalement, après, pour aider son enfant à développer une immunité un peu plus forte ?
Alors, dans le genre pas glamour, mon ostéopathe m'avait dit, alors je l'ai su qu'après, mais c'est un conseil qu'on donne désormais aux mamans, mais que quand il y a cette naissance par césarienne, c'est que juste après, quand on remonte en chambre et qu'on a son bébé avec soi, c'est de se mettre... De prélever un peu de flore. Ouais, c'est ça, et de mettre directement dans la bouche de l'enfant. Et après, sur le choix de l'allaitement ou pas, pareil, ça se discute pas. Par contre, la mise au sein, je trouve que pour le coup, c'est vraiment un acte qu'il faut faire parce que il y a tout le colostrum, les 2-3 premiers jours, qui est hyper riche justement en tout un tas de produits immunitaires qui vont être hyper importants pour le bébé. Et donc, faire la première mise au sein, c'est deux choses qui sont hyper importantes. Après, en phyto, notamment en gémothérapie, donc qui est une branche à part dans la phyto, mais les bourgeons d'églantier qui existent sans alcool, peuvent être donnés aux enfants et c'est pour aider à la maturation de tout le système immunitaire du nourrisson, et je pense tous les très jeunes enfants qui rentrent en crèche à 3 mois, c'est hyper... on voit clairement la différence des bébés qui sont sous bourgeons d'églantier et ceux qui n'y sont pas, sur la résurgence de toutes les infections virales, de la goutte au nez, toutes ces petites affections qu'il y a. Donc on peut venir soutenir le système immunitaire des enfants et ce, dès le plus jeune âge. Il faut aussi sortir de cette idée que les plantes, la phyto, l'aroma, c'est jamais avant 3 ans. Non, moi, dans mes cabinets, je suis avec une sage-femme, donc elle m'envoie plein de jeunes mamans. Et on peut aider à traiter tout un tas de troubles chez le nourrisson avec les produits de plantes ou d'aromathérapie sans souci. Après, c'est un métier, donc il faut bien le faire, mais on peut tout à fait les accompagner. Et n'oublions pas, les mamans qui sont enceintes, déjà, pendant la grossesse, peuvent avoir un impact extraordinaire. Moi, je vais prendre l'exemple du coup de notre aîné, qui est arrivé à 6 mois et demi, donc grande préma. Et donc pareil, césarienne. Mon épouse s'est battue et je me suis battu avec elle, parce que je lui pressais les jus de laitue frais le matin pour qu'elle puisse allaiter, puisque c'était trop tôt et l'organisme, en plus du choc de la césarienne, n'était pas encore tout à fait prêt. Donc on a stimulé la chose. Et en fait, on se souvient de ce médecin, donc c'était à Créteil, qui vient nous voir et qui nous dit, écoutez, votre fille est vraiment ravissante. On lui dit, bon, merci docteur, c'est gentil, voilà. Et en fait, il dit, non, je dis pas ça pour être sympa. Je vous le dis parce qu'elle a un gabarit un peu hors norme pour son âge. Mais le plus surprenant, c'est qu'elle est déjà, pour ainsi dire, éveillée. Et effectivement, elle prenait 50 grammes tous les jours. Et donc, il nous a demandé, et il s'est posé les bonnes questions de médecin. Et ça, c'est fabuleux. Il nous a dit, comment vous avez fait? Et en fait, ce qu'on a fait, à la base, sans savoir qu'elle arriverait trop tôt, cette petite puce, eh bien, en fait, mon épouse s'est blindée. C'est-à-dire qu'elle a pris de la spiruline, de la gelée royale, elle était sous complément multivitamine de qualité, bien sûr, on visait les choses, etc. Et en fait, il nous a dit, mais c'est très certainement ça qui aujourd'hui permet à votre fille d'être efficace, de grandir, de bien se développer et d'être éveillée. Donc, les mamans enceintes devraient déjà prendre soin d'elles. C'est énorme, c'est énorme. Je voudrais qu'on parle de l'importance peut-être de faire des maladies infantiles, mais même aller jusqu'au l'importance de laisser un rhume être, même quand on est adulte, justement parce qu'on aurait tendance, pour la majorité, à aller chez le pharmacien, prendre un Fervex pour ne pas citer la marque ou voilà quelque chose du genre, et tout de suite à vouloir ôter le symptôme, finalement s'en débarrasser le plus vite possible. Que ce soit pour les enfants ou pour les adultes, est-ce qu'il est important de laisser faire aussi ces maladies-là pour justement développer un système immunitaire un petit peu plus puissant? Alors oui, ça s'entendait peut-être un peu tout à l'heure dans le studio, mais là je suis venue justement avec mes 2 enfants. J'ai ma fille, donc qui a 3 ans, qui là est malade, elle a un rhume et elle a de la fièvre. La fièvre, on n'a rien inventé de mieux que la fièvre pour combattre une infection. La fièvre, donc c'est cette élévation de la température, mais par cette élévation à plus de 37 degrés, en fait, y a tout un tas de germes qui ne peuvent pas survivre et qui vont donc du coup être éliminés. La fièvre aujourd'hui, tout un tas de gens veulent la combattre parce que c'est un marqueur donc d'une infection et donc c'est un facteur de gravité aussi dans certaines infections. Je pense à la cystite où ça peut faire évoquer des pyélonéphrite qui sont des infections graves et où effectivement il y a nécessité de consulter. Maintenant, sans être dans ce registre-là, la plupart des infections chez l'enfant sont liées à des petits virus. Donc là encore, aucune nécessité à donner des antibiothérapies. Et la fièvre, elle se surveille. Mais moi, mes enfants, tant qu'ils montent pas à plus de 39 degrés, 39, même 39,3, je donnerai jamais de Doliprane en fait. Parce que le souci, c'est que quand vous donnez un Doliprane à votre enfant qui a 37,8 ou 38, en fait, certes, vous allez diminuer la fièvre, mais donc vous diminuez
un symptôme, mais pas la cause. Et donc, les bactéries ou les virus qui sont à la genèse de cette génération de fièvre, bah, eux, ils restent toujours dormants, en fait. Et effectivement, le système immunitaire de l'enfant, donc, dès qu'il sort du ventre, donc, il est immature, il faut qu'il se construise, et c'est par cet accouchement par voie, cet allaitement, et puis tout ce qui va être autour de lui. Donc, c'est aussi on revient beaucoup de cet excès d'asepsie, où toutes les mamans qui psychotent, où il faut tout javeliser, etc. Bah, aujourd'hui, ça fait les allergiques qu'on a, hein. Donc, mais donc il faut laisser l'enfant en confrontation avec certains germes pour que justement il puisse se faire face. Mais après, quand là typiquement elle est en infection et donc là vous la voyez, elle est un peu abattue, mais elle dessine, elle joue. Enfin voilà, elle est pas apathique et je la laisserai pas tomber dans cet état-là. Mais je l'aide justement avec des pains de pamplemousse, un argent colloïdal, enfin tout ce que je peux lui donner moi à mon niveau. Bon, après c'est facile parce que c'est aussi mon métier, hein. Je me mets à la place de toutes ces mamans qui s'intéressent aux médecines complémentaires mais qui ne les maîtrisent pas, évidemment qu'elles vont chez leur pédiatre et c'est tout à fait normal et c'est pas à blâmer, mais c'est justement aussi tout l'intérêt de nos métiers d'être des éveilleurs de conscience et pour justement devenir plus acteurs de notre santé et de la santé de nos proches, parce que si aujourd'hui tout le monde avait ce réflexe de ne pas forcément combattre la fièvre, ce serait... c'est nettement mieux, clairement, pour l'immunité de nos enfants. Donc après, ça, je surveille ma fille, hein, attention, hein, je dis pas que toutes les fièvres, faut les laisser dégénérer et voilà, on surveille. Non, on a très bien compris le principe. Ouais. Mais voilà, et ça, c'est vrai qu'il y a trop dans nos... le discours ambiant, et moi j'ai plein de copines qui sont infirmières, où dès qu'un bébé il chauffe, tout de suite, Doliprane, quoi. À mon sens, c'est une bêtise. Et parce que la physiologie humaine, il faut toujours en revenir à ça, en fait, à comment on est fait. Mais la fièvre, c'est juste un symptôme qui nous soigne, en fait. Et qui révèle toutes les forces d'auto-guérison dont le corps est pourvu. Et ça, il faut pas l'oublier. C'est pas le médicament qui vous soigne, hein. Le médicament, normalement, doit être là pour aider nos propres forces d'auto-guérison à se révéler. Mais nos forces d'auto-guérison, on les blinde aussi par l'alimentation, par l'hygiène de vie, un sommeil suffisant, etc. Il y en a pas d'ailleurs. Il n'y a pas de médicament aujourd'hui qui... Si vous regardez bien, on a un souci, c'est que aujourd'hui, les outils médicaux sont des outils d'assistanat. On assiste le corps. Mais regardez bien ce qui se passe dans l'éducation, au niveau politique, au niveau alimentaire ou autre. L'assistanat handicap. Quelqu'un qui laissera place à l'assistanat de plus en plus souvent sera quelqu'un qui perd sa liberté. Et donc, au niveau physiologique, c'est pareil. On insiste encore une fois, l'allopathique est bien, mais l'allopathique est nulle en prévention. Elle ne sait pas le faire. On ne prévient pas en tuant tout ce qu'il y a autour. Ça n'existe pas. D'accord ? Donc, qu'elle reste à sa place, on a besoin d'elle, on croit en elle sur des urgences, mais la prévention devrait avoir bien plus les projecteurs sur elle. Et effectivement, au niveau de la température, on va être très inquiet à partir réellement de 40 degrés. Ou bien quand il y a des signes cliniques qui laissent supposer qu'il commence à y avoir une petite atteinte qui ne va pas, du genre, l'enfant commence à partir un petit peu en délire, oui, là, il faut faire vite. Et là, même nous qui on soigne nos enfants pareil, on n'est pas Doliprane et tout, mais pour peu que ça parte trop ou que ça dure ou autre, on peut quand même y faire appel. Bien évidemment, mais il ne faut pas oublier que nos anciens, qui aujourd'hui ont une espérance qui vivent à peu près en bonne santé. C'est l'espérance de vie en bonne santé, qui ne fait que décliner ces dernières années. Elle décline, alors que nos anciens, ils faisaient quoi sur des grosses fièvres ? Mais c'était le bain dérivatif, c'était le glaçon sur les hémorroïdes pour venir refroidir le foie qui est le ministre des Armées, qui produit tout le branle-bas de combat dans l'organisme, et effectivement c'est lui qu'il faut venir calmer de temps en temps, parce que en médecine chinoise on le dit, le feu du foie qui pourrait en résulter va transmettre son feu du foie au cœur, le cœur génère la folie et ça peut très mal finir, d'accord ? Mais par exemple typiquement il y avait ça à l'époque, en médecine chinoise on va venir faire une petite saignée par exemple sur un point d'acupuncture qui va faire chuter immédiatement la température de 0,3 degrés. Okay ? Mais on encourage le corps à se défendre. Et plus il monte en température, plus il produit de globules blancs et de lymphocytes, et plus il gardera en mémoire l'empreinte de l'agresseur. Donc, une prochaine défense efficace.
Donc pour le rhume, l'exemple assez classique, typique, hein, que les auditeurs qui sont à notre écoute rencontrent peut-être régulièrement, ça, c'est vraiment finalement la même chose, ça résulte du même principe, c'est-à-dire de laisser faire peut-être, de laisser aussi le corps. Est-ce qu'il y a une importance à peut-être à des moments de laisser aussi évacuer, parce qu'on fait pas tous forcément des détox saisonnières pour se débarrasser de ce qui est en trop dans le corps, mais est-ce qu'un rhume ne joue pas finalement un peu ce rôle de tri aussi ? Oui, dans le rhume, il y a ce qu'on appelle le cathare. Donc le cathare, c'est cette production de mucosité qui vont s'écouler, donc avec ce mouchage de nez, la goutte au nez, etc., ou la toux. Mais justement, par tous ces miasmes-là qu'on évacue, vous sortez tout un tas de choses qui n'ont rien à faire dans votre corps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec toute la pollution qu'on respire, les produits ménagers, cosmétiques, les parfums, enfin toutes ces molécules de synthèse plus ou moins pas top pour notre santé, qu'on est amené à respirer, à ingérer, forcément, ça vient faire plus ou moins des cols, des choses qui vont générer ces mucosités et qu'il faut enlever. Pareil dans le cas de la gastroentérite, la diarrhée, avoir recours à des antidiarrhéiques, c'est un non-sens. Enfin, la diarrhée, je suis bien entendu que c'est pas cool à avoir, mais c'est hyper sain et nécessaire que de laisser ces diarrhées s'évacuer hors du corps plutôt que de prendre direct un Imodium et d'aller au boulot, quoi. Ça, c'est juste en dernier recours, quoi, s'il faut vraiment que vous y alliez. Mais sinon, il vaut mieux rester au choix à la maison. Et de même que le vomissement, quand on est nauséeux et qu'on doit aller vomir, là aussi, vomir, c'est pas cool. Mais néanmoins, c'est des formes d'évacuation que le corps a mis en place et que cette sélection naturelle a mis en place pour justement évacuer tout un tas de pathogènes. Et là aussi, ça fait partie juste de nos forces d'auto-guérison et c'est normal de laisser les choses s'écouler, que ce soit par le nez, par la toux et donc par la bouche, par les selles. Si on regarde bien, la vie, c'est le mouvement, absolument partout. Et dans l'organisme, c'est pareil. Si tout d'un coup, quelque chose ne fonctionne plus, si l'organisme n'est plus capable d'évacuer un pathogène, de mettre en place une défense, il y a une irritation pendant la diarrhée, ok, il évacue très bien, après il fait son mucus tant qu'il peut, etc. Mais s'il n'y a plus tous ces mouvements-là, l'infection prend le dessus, prend le pouvoir. Et regardez dans la nature, c'est pareil, toute chose qui va stagner à un endroit est amenée à pourrir et à laisser place aux bactéries. Donc l'organisme, il faut comprendre, notre corps est bien pensant et il fait ce qu'il faut. S'il monte en température, c'est le nécessaire. Parfois, effectivement, il peut faire un peu le kamikaze aussi. Et là, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il vaut mieux essayer de le contrer et de le calmer un peu. Mais faisons-lui confiance. Alors, on va donner peut-être dans un deuxième temps peut-être des conseils assez curatifs, hein, si on rencontre justement quelques maladies en hiver, ce qui pourrait nous aider en termes d'huile essentielle, de plantes. C'est le cas dans la Bible de l'herboristerie que tu as coécrit, Caroline, mais j'ai envie avant ça qu'on donne vraiment des conseils pour aller un petit peu dans le mouvement de ce qu'on raconte, c'est-à-dire pas forcément interventionniste au sens où on donne des compléments alimentaires ou des choses extérieures, mais déjà des conseils assez classiques d'une période comme celle qu'on est en train de traverser, c'est-à-dire automne-hiver, peut-être le besoin de ralentir, d'un peu plus dormir. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à nos auditeurs déjà pour prendre soin d'eux et justement aider leur immunité à se renforcer au maximum? Alors moi je vais sur la partie alimentation. Je laisserai Caroline sur son expertise. Alors ce qui est fabuleux, et c'est ce que je disais, le corps est génial. Et quand on regarde, le corps est dans un environnement qui est génial. Et aujourd'hui la nature nous offre tout ce qu'il faut en fruits et légumes pour renforcer notre système immunitaire. Je prends des exemples très simples, on en parlait tout à l'heure. La muraille de Chine de notre organisme, avant de lancer le ministre des Armées, bien sûr, eh bien, c'est notre intestin et la flore intestinale. Et pour ce faire, on se rend compte qu'aujourd'hui, en automne, par exemple, il y a un fruit que je trouve absolument délicieux, d'accord, qui ne tombe qu'en automne, ce sont les châtaignes. Eh bien, cette châtaigne est extraordinaire. Elle va vous apporter ce qu'on appelle les prébiotiques, les fameuses fibres qui sont censées fortifier, rééquilibrer votre microbiote, qui lui sera du coup beaucoup plus efficace sur les bactéries qui passeraient. On a les choux en ce moment qui sont juste une bombe. Pareil, prébiotiques, vitamine C, antioxydants, parce que nous n'oublions pas ce qui est très important. Nos cellules immunitaires ont aussi besoin de protection. Elles nous défendent, mais elles ont besoin de protection. Et si je produis, parce que je suis un peu faible, un petit peu de cellules immunitaires pour me protéger, mais qu'à côté de ça, je suis bourré de stress, je fume, je vis dans une ville polluée, je ne mange pas équilibré, je n'ai pas les antioxydants nécessaires pour éviter l'oxydation de mes cellules défensives, donc autant dire leur autodestruction. Vous voyez, les choux vont être fabuleux pour ça. La choucroute, juste du bonheur.
On a prébiotiques, probiotiques, bombes en vitamine C. Extra. Et composés soufrés. Et composés soufrés. Donc top. Vous avez l'ail qui va être génial. On a le topinambour. Alors c'est vrai que dans la notion de santé, il y a la notion de santé sociale. Et l'inuline sur certains intestins non habitués, ça peut être une vie sociale un peu mouvementée. Mais le topinambour et les châtaignes, c'est juste du bonheur. D'accord ? Donc, on renforce notre intestin avec les végétaux de saison. Si on a une faiblesse digestive, tendance à être un peu nauséeux avant le repas, à être enceinte, homme ou femme, après le repas, etc., on s'interdit le cru pendant un temps. N'oubliez pas, le pervers externe, c'est le froid en ce moment, le froid et l'humidité. Donc, on n'a pas assez de feu digestif, finalement ? Yes. Et puis alors, d'autant plus avec le rythme de vie que nous avons. On court comme des dératés et c'est la rate qui gère le feu digestif en médecine chinoise. Donc si je la lèse par mon stress, ça n'ira pas. Plus l'humidité et le froid extérieur, elle est dans les chaussettes. Donc les crudités peuvent être néfastes, donc à moins de bien les mâcher. Donc le cuit, le lacto-fermenté va être idéal. Ensuite, on s'assure aussi de ne pas faire rentrer trop de déchets, de toxines dans l'organisme. Là, c'est important. Et là, c'est difficile. Il va falloir que la conscience prenne le pas. C'est-à-dire que le principe prennent le pas sur la passion. C'est-à-dire que spontanément, le froid qui arrive et tout, on a des envies de calories, on a des envies d'aliments. De raclette, on peut le dire. De raclette, on veut se mettre une raclée, d'accord ? Il faut faire attention. Carrément. Ouais, il faut être capable de l'assumer ou pas. Parce que, typiquement, et là, si je prends l'exemple de la raclette, les produits laitiers vont avoir tendance à léser la rate bien comme il faut. D'accord. Deuxièmement, les produits laitiers sont riches en acides gras saturés. Et si le reste du temps, j'en consomme régulièrement, plus peut-être trop de viande, plus un peu de pâtisserie, viennoiserie parce que j'ai besoin de me réconforter, il fait froid et tout, eh bien, on se rend compte que ça encourage un déséquilibre du microbiote qui libère ce qu'on appelle des lipopolysaccharides, des LPS, qui encourage une inflammation localisée au niveau de l'intestin, qui encourage, elle, une perméabilité intestinale. Et là, bim, c'est parti. Je pars sur une inflammation chronique et j'ouvre la porte au monde extérieur, aux pathogènes et autres. Et on se rend compte aujourd'hui que justement un excès de produits laitiers ou sur un terrain qui ne les tolère pas, c'est la porte ouverte aux infections ORL, etc. D'accord ? Donc on pense à ça. D'abord, fruits et légumes. Ensuite, j'évite les toxines. Alors c'est quoi les toxines ? J'essaye de manger tant que je peux bio. Ne l'oubliez pas, on a parlé des antibiotiques, mais qu'en est-il des fruits et légumes qui ne sont pas bio ? Dans lesquels on retrouve des résidus de pesticides de synthèse qui sont des bactéricides. Donc qui participent d'ailleurs à l'antibiorésistance, j'imagine. Ouais. Alors c'est surtout l'élevage, hein, pour le coup, l'élevage intensif. Quand on mange donc des viandes qui ont été... ouais, des viandes pas chères avec des animaux qui ont pour seul paysage l'anus de la voisine, effectivement. C'est pas gai du tout. Non. D'accord ? Donc du coup, on fait attention à ça. Ensuite, on fait attention à nos cuissons. Pas trop de cuisson grillée. Ça fait du bien, ça peut même apporter de la chaleur quand on a le froid dans les os, mais il faut les maîtriser. Quand vous avez trop de roussi tout le temps, vous faites rentrer ce qu'on appelle des acrylamides, et là, vous affaiblissez votre tube digestif, donc vos défenses. Ensuite, il y a autre chose. Au niveau alimentaire, ce qui va être très important, c'est de penser aux huiles thérapeutiques, qui sont des alicaments, des huiles typiques. Alors, il y avait le foie de morue à l'époque, d'accord ? Pourquoi pas un petit foie de morue sur une tartine ? Ça peut être tout à fait intéressant. Vous avez d'excellentes huiles. Je pense à une huile que j'aime beaucoup qui s'appelle Quintessence, qui a un dosage parfait. Oméga 3, oméga 6, et ça va vous aider aussi. Puis alors au niveau cérébral, pour mettre le pervers interne de côté, les DHA EPA vont être fabuleux. D'accord ? Et puis ensuite, c'est pas mal. L'avoine, l'orge sont plutôt bien, ils réchauffent. Source d'inuline aussi. Le zinc, pensez aux fruits de mer, c'est la saison. Ça va être superbe par rapport aux possibles polluants métaux lourds, puisque ça aussi, ça peut nous affaiblir. Quand vous mangez des fruits de mer, pensez à consommer par exemple des céréales complètes ou demi-complètes. L'acide phytique a tendance à être un chélateur, à se fixer dessus, par exemple. L'acide phytique et le méthylmercure ont tendance à se fixer. Pensez à consommer des oléagineuses dans la journée, riches en sélénium. Je pense à la noix du Brésil, qui va venir aussi éviter les effets néfastes du méthylmercure. Bref, on pourrait en donner beaucoup, mais manger de saison. Et puis voilà, au niveau de l'hygiène de vie, votre sommeil est très important, méga important. Bougez, faites du sport. Si vous faites du sport en extérieur, pensez à réchauffer vos poumons. Faut pas l'oublier. Et là, on pense à un petit soutien, une saveur piquante et chaude. Le gingembre, typiquement, serait très intéressant. Curcuma ? Alors, le curcuma est plutôt neutre. Il va être intéressant contre l'inflammation, mais honnêtement, on n'a pas assez de curcumine souvent dedans. Okay. Toujours est-il que voilà, curcuma, vous y allez franco, pourquoi pas dans une petite sauce tomate. J'entends sauce tomate faite à l'époque de la tomate.
pas des tomates qui... Ah oui, donc il faut qu'on les fait plutôt en été et conserver dans des bocaux. Exactement, c'est important, la saisonnalité. Parce que la tomate a tendance à refroidir et humidifier l'organisme, ce qui est fortement déconseillé. Mais si elle est servie avec du curcuma et du gingembre, bingo, on réchauffe. Bingo. D'accord. Il y a la cannelle aussi qui réchauffe. Dans les trois saveurs qui réchauffent, il y a le gingembre, la cannelle et une un peu moins connue qui est le galanga, mais qui est un cousin du gingembre et qui sont des choses intéressantes à prendre. Je voulais rebondir sur tu parlais des cuissons tout à l'heure. Quelque chose qui est très important, donc c'est tous les aromates, les herbes aromatiques qu'on peut mettre aussi sur nos aliments. Typiquement, quand on va manger des cuissons... où il y a les grillades par exemple, une astuce toute bête, c'est de mettre du romarin dessus, alors en herbe séchée en fait, pas la peine de l'acheter en frais, mais le romarin en fait est très antioxydant et s'oppose justement à tous ces effets des acrylamides et de toutes ces molécules qui sont des cancérigènes colorectales en puissance. Et du coup, si je mets toujours mon petit romarin sur mes grillades, alors que ce soit au barbecue l'été ou là l'hiver, ça permet un peu de limiter la casse. Mais les herbes aromatiques, que ce soit les herbes de Provence, le basilic, le thym, le cerfeuil, la nette, enfin n'importe lequel, ciboulette, persil, enfin tout marche. C'est à la fois antioxydant, ça diminue aussi toute la charge acide dans notre corps. Il y a ce fameux équilibre qu'on appelle l'équilibre acido-basique qui est hyper important à maintenir. Et aujourd'hui, on sait qu'avec notre hygiène de vie, on tend plutôt vers certaines acidoses de bas grade qui affaiblit le fonctionnement normal de notre organisme. Et du coup, si je mets les protéines animales étant très acidifiantes, si je mets justement de la ciboulette sur mes œufs au plat, si je mets de la nette sur mon saumon, je vais permettre de diminuer cette acidification qui est générée par mes protéines. Donc ça, c'est hyper important et c'est un truc tout bête, pas cher. Et en plus, toutes ces herbes aromatiques sont des aides digestives. Elles sont toutes anti-reflux, anti-ballonnement. Elles permettent de donner du goût, de la saveur et du coup d'éviter le sel qui là aussi est pas forcément... Et n'oublions pas donc le lien entre acidose et inflammation. Oui, ouais, tout à fait. Oui. Non, puis aux associations alimentaires, parce qu'on peut manger des aliments qui sont très bons chacun de leur côté, mais quand on les associe dans l'intestin, c'est très compliqué. Donc c'est ce que je te posais comme question, ou que je vous posais tous les deux, dans l'idée de développer une culture de sa santé. Enfin, c'est beaucoup ce que vous avez transmis. Le truc tout bête sur les associations, quand les gens, parce que les associations, ça a tendance un peu à perdre les gens, mais un moyen tout bête de savoir si je fais bien ou pas, c'est d'avoir toujours une portion de légumes dans ce que je mange, en fait. On n'interdit pas steak et les frites, mais c'est juste que les haricots verts à côté est plutôt à ratio de 2 tiers d'haricots verts pour 1 tiers de frites, c'est nettement mieux. Et justement, les herbes de Provence sur votre steak, ça permet d'équilibrer votre assiette. Si vous êtes au steak frites tout le temps, enfin je pense à tous les commerciaux, moi j'ai plein d'avocats dans ma patientèle qui sont en déj d'affaires tout le temps et qui sont en mode viande plus féculent. C'est pas bien, mais il y a carrément moyen, sans manger dans des restaurants healthy et voilà, mais d'amener du végétal en fait dans l'assiette. Et le but, c'est que à chacun de nos repas, cru ou cuit selon notre tolérance, selon la saison, mais d'avoir du végétal en fait. Et du coup, comme ça, on permet de limiter la casse. Un exemple pour les frites. Sur les frites, vous les faites à la maison, vous lancez le four. Vraies pommes de terre, pas les frites qui se cassent avec des bulles d'air et de la purée dedans, d'accord. Vraies patates, vous les séchez, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive dans un saladier, vous y allez franco sur les herbes aromatiques, vous mélangez un peu de sel, plaque de four 20 minutes. Et même frites de patates douces aussi, qui sont... encore plus intéressantes, mais rarement locales. Oui. Oui, on peut faire moite-moite. Voilà, ce sera peut-être un peu compliqué d'être parfait, mais d'essayer du moins... de tendre vers, c'est bien. De tendre vers, exactement. Je voulais juste qu'on parle de l'importance, qu'on parle beaucoup du psychosomatique, mais du somatopsychique aussi. Tu parlais d'un dérèglement du foie qui peut entraîner un dérèglement de la rate, etc. Il faut comprendre que parfois, justement, parce que le corps va pas bien, parce que les choses circulent pas, parce qu'on lui donne pas ce dont il a besoin, ça vient influer sur notre tête. Et souvent, on a l'impression que c'est parce qu'on est stressé qu'on devient malade, mais c'est aussi parce que peut-être corporellement, la physiologie va pas bien, on est trop encrassé, et du coup, ça vient encrasser aussi nos pensées, notre joie de vivre, amener encore plus de stress. Donc, ça peut être intéressant aussi de passer par ce biais-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui. En médecine chinoise, c'est assez... en fait, on parle d'esprit par organe. Et l'organe n'est pas limité au foie. C'est pas le foie, la matière. D'accord, c'est le foie avec plein de choses, les émotions associées, les couleurs associées, les sons associés, les fonctions bien sûr associées, etc. Et soit on va avoir un impact négatif du pervers interne, donc de l'émotion cultivée qui va venir se manifester dans l'organe et générer des troubles. Je prends l'exemple d'un deuil par exemple. Okay, être triste pendant un deuil, c'est normal. Par contre, cultiver cette tristesse, là ça devient pathogène et ça ne va pas.
Et au fur et à mesure, on se rend compte que, par exemple, typiquement, le poumon va peut-être connaître un déséquilibre qui va nourrir l'état de tristesse et laisser place à une pathologie. À l'inverse, si vous êtes plutôt bien, type avocat, patate, tout va bien, d'accord. Mais par contre, je mange très mal. À savoir qu'on vient de le démontrer, ils abaissent leur défense. Moi, je n'irai pas voir ces avocats-là. Ben non, ça ne va pas du tout. Bon, donc du coup, qu'est-ce qu'ils font ? Sur le long terme, ça ne va pas aller. Ils vont avoir des factures dans les 10 ans qui vont venir, des factures corporelles. Et même s'ils vont bien, le foie va souffrir et ou les reins vont souffrir. Et ils vont se retrouver à un moment donné, je prends un exemple type, mais quand le foie est atteint par de nombreux déchets, etc., eh bien, on va avoir des personnes, pour peu qu'en plus ce soit des hommes plutôt d'orientation yang, ils vont devenir irritables, colériques, impatients. Un ego qui va être démesuré, capacité de remise en question pas possible et tout. Voilà. Alors que c'était peut-être pas leur terrain. Mais si le foie, plus les expériences et les souffrances de la vie font, eh bien, à un moment donné, ces personnes seront devenues comme ça, peut-être parce que le foie est réellement en mauvais état, qu'il y a un blocage et un déséquilibre énergétique à ce niveau-là. Voilà. Donc, c'est vraiment les deux côtés. Alors, il nous reste quelques minutes avant la fin de cette émission. Caroline, j'aimerais du coup que tu puisses peut-être nous donner des conseils d'un point de vue curatif. Si il est trop tard, ça y est, on a chopé une grippe, un rhume. Voilà, si l'immunité est un petit peu mise à mal, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors déjà, dès maintenant, en fait, c'est juste prendre vitamine D et vitamine C qui sont des bases et qui aideront à... La vitamine C, en fait, c'est un antiviral et c'est une antioxydante. Donc du coup, elle est bien. À raison de 500 mg ou 1 g par jour, c'est très bien. Et la vitamine D, alors plutôt que les gros shoots d'un coup, une fois tous les 3 mois, je préfère des doses physiologiques prises chaque jour, c'est mieux. Donc 2000 unités internationales par jour, quand on n'est pas carencé, c'est bien, et plutôt 5000 unités si on est carencé, ça faut faire un bilan sanguin pour savoir. Mais ça, c'est des bases parce que ça va aider notre système immunitaire au global à asseoir un terrain qui, à minima, saura faire face à l'infection. Et après, en curatif, mais qui sont aussi des substances qui marchent en préventif. Vous avez en plante donc l'échinacée qui va vraiment booster tous nos globules blancs et donc nos petits soldats de défense contre l'infection. Vous avez aussi l'extrait de pépins de pamplemousse qui là aussi assure une défense à la fois antifongique, antibactérienne et antivirale, et donc qui se synergise bien avec nos deux vitamines, la vitamine D et la C. Vous avez la propolis. La propolis, c'est un produit de la ruche, donc sécrété produit par nos abeilles. C'est une résine qui est puissamment anti-infectieuse et anti-infectieuse de partout, tout ce qui va être infection ORL, bronchopulmonaire, gastro-intestinale ou même urinaire. Ça existe en gouttes, ça existe en gélules. Et puis après, vous avez aussi le cynorhodon. Ça, c'est bien local, donc bien de chez nous. Cynorhodon, c'est l'églantier. La petite tisane d'églantier, c'est une des rares plantes qui a de la vitamine C qui sait résister à la chaleur. Donc même quand on fait son infusion, en fait, la vitamine C reste. C'est un mystère, on ne sait pas l'expliquer, mais c'est... Et ça va permettre de bien aider. Donc, bilan sanguin, c'est vrai que ça peut être important de faire chaque année un bilan de là où on est. Pour reprendre aussi un petit peu vos conseils, il y a l'idée d'acheter du papier pH chez soi et de faire régulièrement un bilan de où j'en suis de cet équilibre acido-basique dont on ne parle pas assez, finalement, qui est un élément très très important de notre santé. Et puis, pourquoi pas avoir... alors là, on a parlé de médecine traditionnelle chinoise et je trouve que leur regard est vraiment passionnant d'avoir, à des moments clés, un thérapeute qui nous accompagne. Ça aussi, ça peut faire partie des conseils parce que, comme tu le disais si bien, Charles-Antoine, il y a des fois dans la vie où on est touché par des choses, un deuil, et le deuil fait partie aussi de l'histoire de nos vies, et donc comment on peut se faire accompagner, soutenir aussi dans ces moments-là. Voilà, pas se dire toujours je vais y arriver seul, mais savoir aussi demander de l'aide à des moments. Donc de l'aide, on peut en trouver dans ces deux ouvrages passionnants. Donc Charles-Antoine, le tien, alors c'est un des tiens, si j'ai bien compris. C'est le premier, la maison d'édition Le Duc est venue me chercher, m'a fait confiance. Puis a priori, ils sont plutôt heureux, donc on part sur la Bible de l'alimentation hypotoxique plus tard. Ouais. Merveilleux. Donc on en reparlera peut-être sur cette antenne. Donc celui-là, c'est le grand livre de l'alimentation anti-reflux. Donc un programme d'accompagnement diététique plus 25 recettes anti-RGO. Donc RGO, c'est le terme un peu scientifique pour parler des reflux gastriques. J'ai vu qu'il y avait des conseils de sport. Enfin voilà, donc c'est très complet. Et la Bible de l'herboristerie, coécrit par toi, chère Caroline Gaillet, avec Michel Pierre, comme on l'a dit, un herboriste très connu qui a beaucoup fait pour ce métier. Voilà, dans les deux cas, c'est des beaux cadeaux à offrir à Noël.
modèle aux gens que l'on aime pour qu'ils prennent soin d'eux et qu'ils apprennent à le faire en tout cas. D'autant qu'on écrit vraiment comme on parle. Il y a 0 jargon dans ces 2 ouvrages-là et c'est vraiment des ouvrages pour démocratiser. Mais il n'y a pas besoin d'avoir fait Bac+5 pour comprendre ce qu'on écrit. C'est vraiment intelligible par tous et des ouvrages qui devraient prendre place dans beaucoup de bibliothèques françaises. On l'espère, on pose l'intention. En tout cas, ces 2 ouvrages sont évidemment édités aux éditions Le Duc. J'ai passé un moment vraiment passionnant avec vous. C'était joyeux, c'était... réciproque. Voilà. Merci pour ça. Merci aux éditions Le Duc pour leur confiance et on vous souhaite à tous de passer une merveilleuse journée. À bientôt. Merci. À bientôt. Pause. Une parenthèse bien-être avec les éditions Le Duc, présentée par Nathalie Lefebvre.